Chers amis du cercle, bonjour, bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette troisième émission que je vais vous consacrer à la présentation des instruments de l'orchestre à travers leur répertoire en français. Merci encore une fois à vous pour votre écoute. Merci à Pierre-Yves et à ses équipes pour la confiance qu'ils m'accordent. Je ne le ferai jamais assez, je le referai à chaque fois. Merci. Et donc, troisième émission, après avoir fait dans un premier temps les instruments à cordes et dans un deuxième temps les instruments à vent, nous attaquons maintenant les instruments cuivre. D'abord, il y aura la trompette, ensuite, il y aura le cor, et après, nous finirons par le trombone. Mais avant de rentrer là-dedans, une petite nouveauté. De mon côté, je suis très heureux de vous annoncer la création, il y a quelques mois de ça, d'un site internet. Vous prenez mon prénom, mon nom en tout attaché.fr, théophiledevar.fr, et vous tombez sur les 9 conférences que j'ai données au tout début de mes interventions au Cercle Aristote sur le serveur Discord. On y parle, il y a une présentation qui brasse la musique du grégorien jusqu'à Fauré, la musique sacrée. Une autre introductive qui brasse la musique romantique à travers le prisme de Wagner. Et ensuite, vous pourrez avoir des présentations de Gabriel Fauré, de Claude Debussy à travers leur œuvre pour piano, de Camille Saint-Saëns, et des présentations aussi d'œuvres, des analyses d'œuvres de ces compositeurs. Donc si vraiment vous voulez approfondir votre découverte du répertoire, n'hésitez surtout pas à aller sur ce site internet, théophiledevar.fr. Les conférences sont en ligne. J'ai essayé de mettre quelques matériaux en plus pour essayer d'étoffer mon propos et que vous puissiez vous-même approfondir votre propre connaissance du répertoire. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est là pour ça. C'est totalement gratuit. Faites-vous plaisir. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet qui nous préoccupe, donc le répertoire des instruments à cuivre. On commence tout de suite avec la trompette. Et dans le répertoire français de trompette, il y a un classique qui revient très facilement, très rapidement, c'est le concerto de Tomasi. Henri Tomasi, 1901-1973, né à Marseille, d'origine corse, et il le revendiquera toute sa vie. Alors, que dire sur lui ? Il est entré au conservatoire de sa ville natale, à Marseille. Il obtient brièvement prix de solfège, de piano et d'harmonie. Et dès 15 ans, il est dans les premiers cinémas où, par ses improvisations, il accompagne les films muets. C'est une pratique qui revient un petit peu à la mode et dont nous allons particulièrement parler avec notre deuxième compositeur, qui arrivera juste après. Donc, il part ensuite à Paris au Conservatoire supérieur pour parfaire ses études en 1927 et il y obtient le fameux Grand Prix de Rome qu'on ne présente plus, Grand Prix de Rome de composition et également un premier prix de direction d'orchestre obtenu à l'unanimité, s'il vous plaît. Ensuite, il commencera à la fin de ses études une double carrière de chef d'orchestre et de compositeur. Il fait partie en 1932 d'un groupe de musique contemporaine, donc de musique de l'époque, qui s'appelle Triton, et il sera à côté de noms que nous avons déjà vus, Milhaud, Poulenc, Honegger, et un petit dernier qui se baladait dans le coin, Prokofiev. Ce groupe durera 7 ans et il voudra mettre en avant la musique contemporaine de cette époque. Il abandonne la baguette en 1956 en raison d'une surdité qui assombrit la fin de sa vie. On ne rappellera jamais assez à quel point la surdité est peut-être le pire des maux qui puisse exister pour un musicien. Et il meurt à Paris le 13 janvier 1971. Il avait toujours dit qu'il refuserait la Légion d'honneur tant qu'il n'y aurait pas de conservatoire sur l'île de Beauté. Et pour répondre à cette forte volonté de défendre les origines corses, en 2008, le conservatoire de Bastia se fait rebaptiser le conservatoire Henri Tomasi.
Quelques petits mots maintenant sur l'œuvre du bonhomme. Donc une œuvre lyrique, une œuvre qui chante, qui parle beaucoup. On peut y déceler du mysticisme, pourquoi pas, une volonté de révolte et une volonté de rechercher la couleur musicale, le beau son, geste musical que nous pouvons imputer à des compositeurs qu'on a déjà vus, Debussy et Ravel. Il va pouvoir aller jusqu'à l'atonalisme, c'est-à-dire le fait de composer sans recourir à la hiérarchie traditionnelle des notes, sans tonalité. Mais malgré cela, il ne coupera pas les ponts, comme d'autres auront pu le faire, avec le passé musical. La modernité, oui, mais jamais contre le passé. Voilà. Musique, on va le voir, très rayonnante, très claire, avec des ambiances vraiment précises. Et maintenant, sur l'œuvre que nous allons entendre, le concerto pour trompette et orchestre. J'avais dit piano, je crois, avant, donc c'est bien orchestre. En novembre 1947, Tomasi, donc notre compositeur, dirige l'orchestre philharmonique de la radio néerlandaise. Le compositeur est impressionné par le jeu du trompette solo de l'orchestre qui s'appelle Jas Doets, j'espère que je le prononce bien, âgé de 28 ans à l'époque. Tomasi lui demande alors s'il serait prêt à jouer son concerto pour trompette récemment écrit et très exigeant pour l'interprète. Celui-ci a accepté. Ils vont donc créer ensemble ce mouvement, non pas ensemble, pardon, pendant son séjour donc avec l'orchestre philharmonique de la radio à Hilversum en juin 1948, donc plus tard, Tomasi travaille avec Jas Doets sur son concerto et le 13 novembre de cette année, donc en 1948, Jas Doets va créer le concerto sous la direction d'un autre chef d'orchestre, donc pas de Tomasi, d'Albert van Raalte. Mais cette version va être très intéressante car c'est le fruit d'un trompettiste qui a travaillé avec le compositeur et ce qui est absolument génial pour nous, c'est que cette version est présente sur YouTube et c'est ce que nous allons écouter maintenant, concerto pour trompette de Tomasi. Bien entendu, nous procédons comme d'habitude. Je vous fais écouter le début de l'œuvre
ce que nous venons de faire, et ensuite à vous d'approfondir. Vous avez parfaitement le droit, ne vous sentez pas surtout freiné, d'aller écouter le reste de l'œuvre ou d'aller écouter d'autres œuvres de Tomasi. J'avais écouté il y a quelques mois, bon, je ne sais plus dans l'oreille, mais j'avais été frappé par la beauté de son Requiem pour la paix qu'il avait écrit en 1945 et que j'avais trouvé très très beau. Donc, vous pouvez y aller, c'est de la belle musique. Et pour la petite histoire aussi, Jas Doetz a travaillé donc avec Tomasi sur ce concerto, mais il a très très peu donné dans sa carrière de trompettiste. Il a dû le donner 2 fois. Comme quoi, des fois, l'histoire, ça se joue à pas grand-chose. Deuxième compositeur, là nous passons dans la musique contemporaine au sens étymologique, la musique de maintenant, avec un de nos grands compositeurs, et sans doute que nous reparlerons de lui dans d'autres émissions. C'est sans doute l'un des plus connus actuellement. Je veux parler de Karol Beffa, B-E-2-F-A, né en 1973. Suisse et français, Karol Beffa mène parallèlement études générales et musicales après avoir été un enfant acteur. Ça a pu arriver de le voir passer dans quelques films. Il entre au CNSM de Paris en 1988. Il y obtient 8 premiers prix, excusez du peu, harmonie, contrepoint, fugue, musique du XXe siècle, orchestration, analyse, accompagnement vocal, improvisation au piano. Voilà, je prends quelques minutes pour respirer et j'y retourne. Reçu premier à l'agrégation de musique, il enseigne à l'université Paris 4 Sorbonne de 1898 à 2003 et à Polytechnique 2003 à 2008. On peut supposer que sa tête n'est pas trop mal fichue à l'intérieur de lui. En 2003, il est docteur en musicologie en soutenant une thèse sur les études pour piano de Ligeti. Depuis 2004, il est maître de conférences à l'École normale supérieure. Il a été élu pour l'année 2012-2013 à la chaire annuelle de création artistique au Collège de France. Et ceux qui ont vu la conférence critiquant les prises de position de Boulez sur la musique, conférence tenue par le pianiste Jérôme Ducrot. Il me semble que c'est dans le cadre de cette chaire que Karol Beffa avait invité Jérôme Ducrot pour qu'il puisse donner cette fameuse conférence que l'on peut trouver sur YouTube et que je ne peux que vous recommander, bien entendu. Alors, continuons. Donc, Collège de France, oui, sa musique peut aller vers 2 directions clairement définies et qu'il va définir lui-même, vers ce qu'il appelle le clouds, un pôle contemplatif, extatique, au rythme harmonique souvent très lent, musique de couleurs et de textures, et le clocks, un pôle dynamique d'une extrême nervosité où la musique prend souvent la forme d'un mouvement perpétuel, musique du rythme et de l'énergie. Karol Beffa s'inspire également beaucoup de musiques actuelles, jazz, pop, funk, techno, country, dans plusieurs de ses œuvres. Et en tant que pianiste, car il a également le temps d'être pianiste à ses heures perdues, je ne sais pas comment il fait, mais bon, très excellent, il accompagne régulièrement des films muets, comme le faisait Tomasi avant lui. C'est un grand improvisateur auquel on peut facilement comparer Jean-François Azigel, le célèbre vulgarisateur, qui est redoutable aussi dès qu'il s'agit d'improvisation au clavier. Et Karol Beffa nous a composé un concerto pour trompette composé en 2005. Et quoi de mieux pour présenter ce concerto que de laisser la parole à Karol Beffa lui-même pour nous dire ce qu'il a voulu mettre dans son œuvre. Je cite Karol Beffa. L'écriture de ce concerto pour trompette est née d'une sorte de gageure. J'ai été guidé par la volonté de partir d'une simplicité modale, légèrement archaïsante, pour introduire progressivement un contrepoint et des harmonies plus riches, voire chargées, tout en conservant, tant que faire se peut, l'unité du style. Le fil directeur du concerto est un thème très long, ample, qui procède par paliers ascendants. À la faveur de fluctuations modales, il atteint à plusieurs reprises des pics d'intensité pour finalement venir se perdre dans le grave de l'instrument.
En opposition avec ce tempo très lent, le thème de la partie centrale rythmique s'annonce par des ponctuations violentes, cinglantes comme des coups de fouet. Après une culmination explosive, le premier thème réapparaît, mêlé au second qui s'efface peu à peu, tandis que le tempo se ralentit jusqu'à l'extinction. Par le mot modal, le compositeur ici suggère une hiérarchie de notes qui est différente de la tonalité. Pour expliquer les choses simplement, si je puis dire, la modalité, c'est la façon d'écrire de la musique avant l'avènement de la tonalité, avant l'époque baroque et avant la Renaissance, si je puis dire. On écrivait plus sur les modes, et notamment les modes grégoriens. Maintenant, cette présentation étant faite, nous pouvons écouter le concerto de Beffa pour trompette et orchestre à cordes. Ce que je pense on a pu assez bien reconnaître dans le début de ce concerto, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, ce que Beffa nous a décrit dans son œuvre comme étant le côté clouds. Je reprends la citation précise. Le côté clouds, un pôle contemplatif extatique au rythme harmonique souvent très lent. Ou, traduisez, on sent que la musique prend son temps et s'étale
bien comme il faut pour nous peindre l'atmosphère escomptée. Et au début, on avait vraiment ça, avec ce qui nous a rajouté pour ce concerto précisément, un côté un peu vieux jeu archaïsant, si je puis dire, avec une mélodie qui commence au violoncelle et qui va petit à petit circuler dans l'orchestre jusqu'à atterrir à la trompette. Une mélodie que peut-être le commun des mortels pourrait chanter plus ou moins assez facilement. Et c'est après que les choses commencent petit à petit à se tendre au niveau de la musique. Alors pardonnez-moi, j'ai été obligé d'interrompre au moment où la tension commençait à monter. Navré de la frustration. Si vous êtes trop frustré et que vous n'arrivez pas à dormir cette nuit, écoutez le reste du concerto. Ça vous fera du bien. Alors le côté clox, par contre, je pense que vous ne l'entendrez pas, du moins dans le premier mouvement de ce concerto, parce que la tension monte, mais je ne crois pas qu'on puisse parler du côté extrêmement énergique qu'il nous a décrit. Il faudra peut-être écouter d'autres de ses œuvres. Troisième pièce pour trompette, on va retourner chez un compositeur dont nous avons déjà parlé auparavant. Je parlais d'Arthur Honegger, avec l'œuvre qui va nous intéresser, l'Intrada, pour trompette et piano. Vu que Honegger, on en a déjà parlé, je ne vais pas refaire sa biographie devant vous, je vais peut-être vous inviter à écouter d'autres choses de lui pour mettre en comparatif divers aspects de sa musique. J'espère qu'ainsi, vous y verrez un petit peu plus clair. Et ensuite, on écoutera la pièce en question. Donc Honegger a connu la popularité, mais plus pour sa musique vocale et orchestrale. On peut notamment nommer une pièce qui s'appelle Horace Victorieux, composée en 1921, dont les ambiances un peu âpres au niveau sonore, ça décape un petit peu, rappellent le premier Schoenberg. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, je vous renvoie à mon intervention au Cercle Aristote concernant la musique contemporaine avec des guillemets. On peut citer aussi Le Roi David, qui va arriver en 1924, qui, je pense, est un peu plus accessible à nos oreilles, aux sonorités un peu plus chatoyantes, mais toujours dans l'austérité musicale qui caractérise notre compositeur. Voilà, c'était deux morceaux que vous pouvez explorer de par vous-même pour mieux appréhender notre compositeur. Revenons maintenant à l'Intrada. L'Intrada est une pièce qui a été écrite en 1947. C'est une œuvre de fin de vie qui a été écrite à l'occasion du concours international de Genève de cette année et qui est devenu un tube parmi nos joueurs de trompette. Une musique de couleur, mais toujours avec une austérité, donc je l'ai dit, proche de l'Allemagne et de l'ambiance de la façon d'écrire germanique. Donc début avec un mélange, avec une grandeur qui épouse parfaitement l'instrument. C'est vrai que dès qu'on parle de trompette, tout de suite, ça pose le décor. Il y a tout de suite un côté fanfare qui colle à la peau de l'instrument. Avec de temps en temps des couleurs un peu plus subtiles qui apparaissent. Et vous allez pouvoir entendre, si vous tendez bien les oreilles, un canon sur le deuxième thème, lyrique et vigoureux. L'écriture en contrepoint où les voix interagissent entre elles apparaît très rapidement. Et là, comment ne pas penser à Jean-Sébastien Bach, qui est le maître du contrepoint, et qui fait ainsi référence à l'appétence de Honegger pour les musiques d'origine germanique. Nous allons écouter l'Intrada de Honegger, interprété par le seigneur de la trompette française, qui était Maurice André.
Et enfin, dernier morceau de trompette pour notre propos d'aujourd'hui, on va retourner également dans le monde d'un compositeur dont nous avons déjà parlé. Je veux parler de Jolivet. Jolivet, on en a parlé pour ma toute première émission concernant les instruments à cordes. C'était une pièce pour alto seul que nous avions écoutée. Là, nous allons écouter un concertino, petit concerto, comprenez, pour trompette, cordes et piano, créé en 1950, mais vous allez voir que c'est une pièce qui a d'abord été utilisée comme pièce de concours pour l'année 1948 pour l'entrée au Conservatoire supérieur. Alors pour Jolivet, on va faire pareil que pour Honegger, on va essayer de trouver quelques pistes d'écoute pour mieux appréhender le bonhomme, et je pense surtout pour lui parce que l'écriture est quand même beaucoup plus âpre et beaucoup plus difficile que pour Honegger. Alors Jolivet, je l'avais dit précédemment, il y a 3 périodes. La période numéro 1 est caractérisée particulièrement par son œuvre pour piano seul qui s'appelle Mana, M-A-N-A, donc 1935. Et là, on voit que Jolivet a beaucoup travaillé avec Varèse. Varèse, c'est le côté évidemment percussif, mais c'est aussi une esthétique qui est extrêmement sèche et qui cherche véritablement à se défaire de son passé musical. C'est Varèse qui va orienter Jolivet sur ce qu'il va appeler la musique incantatoire. En écoutant cela, on peut facilement penser à des compositeurs comme Bartók et aussi comme Schoenberg. Mais attention, pas le Schoenberg première mouture qu'on a pu peut-être déceler un peu chez Honegger, mais là on parle du Schoenberg cette fois-ci sériel, là celui qui décape plus. Ça c'est pour la première période de notre bonhomme qui s'arrête en 1940 à peu près. 1940, deuxième période, que vous pouvez entendre à travers un recueil de mélodies, donc pour voix et piano, qui s'appelle Les 3 complaintes du soldat, écrit donc en 1940, et qui va nous montrer un Jolivet cette fois-ci beaucoup plus dépouillé, beaucoup plus accessible et beaucoup plus direct, peut-être au niveau de l'efficacité du matériau musical. On peut entendre peut-être quelques réminiscences de complexité, mais néanmoins, c'est quand même plus facile à l'écoute. Et même de façon générale, ces œuvres pour voix et piano sont quand même plus agréables quand même à l'écoute. Et ce qui va arriver ensuite après la guerre sera une période où le compositeur va essayer de faire une tentative de synthèse entre les deux premières parties de sa vie. Le côté musique incantatoire, c'était la volonté selon ce qu'il disait, que la musique retrouve son objectif primaire qui avait été trouvé dans l'Antiquité. Et sa deuxième partie, où il avait essayé de trouver des harmonies un peu moins austères, si je puis dire. Et on avait écouté la dernière fois ces églogues pour alto seul, qui étaient le fruit de cette troisième période. Là, rebelote, nous allons écouter une pièce, donc concertino pour trompette, cordes et piano, qui va résulter de cette tentative de fusion de ces deux périodes de sa vie. Donc pièce commandée par le directeur du conservatoire de l'époque, qui était Claude Delvincourt, pour le concours de 1948. La formation, qui est assez surprenante, trompette, cordes et piano, renvoie à un concerto de Shostakovich également, qui a écrit pour la même formation quelques années avant. Et vous allez pouvoir entendre une synthèse entre des moments rythmiques assez soutenus, pouvoir renvoyer pourquoi pas à sa première période, et à des envolées lyriques de trompette, non sans charme. Bon, je vous avouerai, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais ça a le mérite d'être connu. On écoute Jolivet, concertino pour trompette.
après ce petit parcours de trompette française, nous allons maintenant changer d'instrument et passer au corps. Et on va commencer ce petit parcours de musique de corps par un de nos grands classiques, un de nos grands compositeurs classiques français. Je veux parler de Camille Saint-Saëns. Alors, on ne va pas parler de la biographie de Camille Saint-Saëns, parce qu'on a déjà vu le bonhomme. Et puis, surtout, si vous voulez des détails plus précis, je vous renvoie à mon site internet théophiledevar.fr où je consacre une émission entière au bonhomme, où je brasse une partie non négligeable de son répertoire pour essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui motivait l'écriture chez notre bon vieux Camille. On va simplement parler aujourd'hui du morceau de concert opus 94 pour piano et corps, donc plutôt pour corps et piano, dire les choses comme il faut. Ce morceau a été écrit en 1887. Nous allons juste nous arrêter sur l'année 1887 pour situer un peu le bonhomme. Donc 1887, Saint-Saëns compose en même temps que le morceau de concert sa symphonie avec orgue, qui est un de ses plus gros tubes. Et ça fait une quinzaine d'années environ qu'il a atteint la notoriété avec son œuvre, l'une de ses œuvres les plus connues, La Danse macabre, dont je parle également sur mon site internet. Paradoxalement, son opéra le plus connu, Samson et Dalila, a déjà été donné, mais outre-Rhin, en Allemagne, à Weimar, par Liszt, qui le lui avait promis avant même que Saint-Saëns ait écrit une note de l'opéra, ce qui montre quand même une grande amitié qui unissait les deux grands compositeurs, Liszt et Saint-Saëns. Mais donc je disais paradoxe parce que l'opéra n'a toujours pas été donné en France dans cette année 1887. Il va falloir attendre 15 ans pour qu'il soit donné. Et encore, il ne sera même pas donné à Paris. C'est pour dire. Bref. Et donc 1887, morceau de concert opus 94, il l'écrit pour un corniste français qui s'appelait Henri Chaussier. Je cite la pièce, une démonstration de difficultés techniques qui repousse les limites de ce qui était jusqu'alors admis sur l'instrument. La forme du morceau, c'est extrêmement classique, ce qui n'est pas nouveau chez Saint-Saëns. Saint-Saëns ne révolutionne pas fondamentalement les formes. Il applique strictement un thème et variation. Vous allez entendre un thème qui va être exposé au corps et ensuite une succession de variations où vous allez sentir le thème qui traverse les variations, mais en même temps, des petits rajouts vont s'opérer, des petits changements qui fait que on va plus tourner autour du thème qu'on va le réentendre comme on l'avait entendu lors de l'exposition du thème. Dans ma deuxième émission, nous avons également entendu un autre thème et variation qui lui a été beaucoup plus trituré, mais le principe est le même. C'était le thème et variation pour clarinette et piano de Jean Français. Donc, je vous invite à le réécouter si vous voulez vraiment être totalement à l'aise avec le concept du thème et variation. Ce thème présente un caractère vraiment héroïque chez Saint-Saëns, qui colle parfaitement avec le cadre de l'instrument. C'est un cuivre avec un son extrêmement ample, extrêmement généreux, donc le côté héroïque, peut-être un peu va-t-en-guerre, ça colle parfaitement. Et cette œuvre fonctionne avec des variations qui vont en virtuosité croissante, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des variations, les difficultés techniques vont augmenter. Et que dire d'autre ? L'œuvre est devenue un classique du répertoire pour les cornistes. J'ai moi-même eu l'occasion de l'accompagner plusieurs fois. C'est très agréable à jouer. C'est du Saint-Saëns, quoi. Enfin, on peut pas dire autre chose que ça. On est vraiment en face de la patte sonore du bonhomme. Il n'y a pas le moindre doute. Dernière petite chose, cette pièce a été donnée pour le concours d'entrée au Conservatoire de Paris, encore évidemment, pour les années 1908 et 1914. On écoute le morceau de concert opus 94.
bien entendu, c'était la première partie de ce morceau de concert qui était en thème et variation. Ensuite, vous avez une deuxième partie, puis encore une troisième partie. Là, nous n'avons écouté que la première. Voilà, c'est une petite précision pour que les choses soient claires. Deuxième morceau de corps. Et cette fois-ci, petite devinette. Si je vous fais écouter ceci. Il y a quand même pas mal de chances que vous ayez reconnu la chose. Il s'agit d'une pièce qui s'appelle L'Apprenti sorcier, composée par Paul Dukas. Et si il y a de fortes chances que vous le connaissiez, c'est parce que Walt Disney a fait un dessin animé dessus où nous voyons Mickey dans le rôle justement de l'apprenti sorcier qui s'essaye à faire tous ces sorts et qui se perd au final dans sa propre magie jusqu'à ce que le vieux sorcier arrive pour remettre un petit peu d'ordre. Et bien c'est de Paul Dukas dont nous allons parler sans plus attendre. Paul Dukas, 1865-1935. Alors, 2 petites minutes que je rattrape mes notes. Il entre en 1881 au conservatoire. Il sera un compagnon de Debussy. Il échouera au prix de Rome, contrairement donc à Debussy. Et il se mettra activement au travail et il compose donc notamment L'Apprenti sorcier en 1897 d'après une ballade de Goethe. C'est aussi pour cette raison, je pense que c'est extrêmement figuratif. On peut très très facilement deviner l'action des personnages dans ce morceau et c'est aussi pour ça que Walt Disney a pu nous construire une histoire et que l'histoire colle parfaitement avec la musique. Ce n'est bien entendu pas pour enlever du mérite à Disney, mais c'était surtout pour bien dire les choses. Donc, il a composé aussi notamment une sonate pour piano en 1901 que je vous invite également à écouter parce que l'écriture est très touffue, elle est assez compliquée à comprendre, mais elle est très très belle une fois qu'on a fait un peu le tri là-dedans, c'est très très beau. Et également une symphonie en ut que pour le coup j'ai découvert en faisant ces recherches en 1896 et très très belle aussi, vraiment, vraiment très sympathique. Il a été professeur de composition au conservatoire. Parmi ses élèves connus, vous avez l'organiste Jean Alain, également organiste Duruflé et Olivier Messiaen. C'est un bosseur acharné, extrêmement intelligent, une tête bien faite et aussi exigeant. Et on va voir son exigence dans le nombre de pièces qu'il a laissées à la postérité. On parle d'une 30aine de pièces. Pour un compositeur, ça peut surprendre parce qu'on est habitué à ce que les compositeurs nous laissent des centaines et des centaines de pages de composition. Mais lui, c'est pas son cas. Lui, environ juste une 30aine. Il était tellement exigeant avec lui-même qu'il a détruit énormément de ses compositions et d'une certaine façon, il n'a souhaité garder que la crème de la crème. Et si nous parlons de Dukas, c'est parce que parmi cette 30aine d'opus que nous avons conservés, il y a une pièce qui a été composée pour corps et orchestre, et nous allons entendre la réduction piano en 1906. C'est une pièce qui s'appelle La Villanelle. C'est une commande du directeur du Conservatoire de Paris de l'époque, Gabriel Fauré, toujours pour les fameux concours. Là, c'était le concours de fin d'année, si je ne me trompe pas. Et La Villanelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une chanson populaire italienne. Et vous allez très très vite le ressentir, le côté populaire. C'est un thème qui rentre très facilement dans les oreilles, qu'on peut très facilement identifier. Et le côté italien, je pense que vous allez le sentir, car c'est un thème qui est extrêmement solaire, extrêmement généreux. Ça colle encore une fois avec l'instrument. Mais là, on se croirait vraiment en plein soleil en Italie. Il a vraiment atteint son objectif de nous faire ressentir ce paysage-là. Donc un thème direct qui fait mouche, qu'on pourrait fredonner très très facilement, avec quelques modulations impressionnistes que vous allez pouvoir, je l'espère, ressentir. Et à noter que c'est une pièce de bravoure pour le corniste, mais aussi quand c'est donné avec piano, c'est aussi une pièce de bravoure pour le pianiste. Et ça, c'est l'expérience qui parle de mon côté.
On écoute la Villanelle, donc, de Paul Dukas. Alors, vous l'aurez sans doute entendu, la version de la Villanelle que vous venez d'entendre n'est pas toute récente. Elle date un petit peu, on le sent, au grain de l'audio. Pourquoi je vous ai choisi cette version en particulier? Parce que cette version est interprétée par un corniste anglais qui s'appelait Dennis Brain. Pourquoi parler de Dennis Brain? Eh bien, c'est justement parce que c'est le dédicataire de la 3e pièce que nous allons entendre. Dédicataire, le mot n'est peut-être pas exact. Comment dire, cette pièce n'a pas été dédiée à Dennis Brain. La pièce suivante, elle a été composée en hommage à Dennis Brain, justement pour son décès. Et qui a composé une pièce pour le décès de ce corniste? Eh bien, ça va être Francis Poulenc. Francis Poulenc lui a composé en 1957 une élégie pour évoquer sa récente disparition. Et apparemment, c'était un très très grand corniste des années 50. Donc, avant de rentrer dans le détail de cette pièce, je voulais vous reparler un petit peu de Poulenc. On en a un petit peu parlé lors de ma deuxième intervention. On va cette fois-ci parler de Poulenc. On va approfondir certains points évoqués précédemment.
Poulenc est quelqu'un qui a une très très grande sensibilité. Il est capable de transcrire avec beaucoup de finesse une grande palette de sentiments humains. Et si vous voulez l'entendre vraiment à l'œuvre dans toute sa splendeur, je vous invite à écouter ces mélodies pour voix et piano. Et en plus de ça, vous avez la chance d'avoir des mélodies où au chant, il y a Pierre Bernac, qui était le chanteur attitré de Poulenc. Il l'a dit, il l'a presque adoubé en tant que tel. Et à l'accompagnement au piano, vous avez Poulenc en personne. Donc, si vous voulez vraiment comprendre le style Poulenc, la patte sonore de ce compositeur, c'est là-bas que ça se passe. Les mélodies de Poulenc où Pierre Bernac chante accompagné de Poulenc. Si Poulenc est sensible, Poulenc aussi a un côté très bouffon, espiègle. C'est clairement le clown de la classe. Je vous invite à écouter le ballet Les Biches, où vous avez le prélude, je crois que c'est un prélude, le premier morceau, où on sent vraiment cet humour, cette nonchalance espiègle qui circule dans le morceau. Et vous avez aussi, ça va même plus loin, ça peut aller jusqu'à la provocation. Et là, pour ça, il s'inspire clairement du courant surréaliste. Il a baigné en plein dedans, donc c'était tout à fait presque logique que ça infuse dans son œuvre. Et pour ce faire, je vous invite à écouter, alors j'ai fait pour le début, mais déjà c'est assez tordant, écoutez Les Mamelles de Tirésias. À la base, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite en 1916 par Guillaume Apollinaire, et Poulenc va la reprendre dans le courant des années 40 pour poser sa musique dessus. C'est une histoire assez sordide où en gros c'est une femme qui change de sexe, quoi, qui est Thérèse qui devient Tirésias. Et voilà, c'est une histoire qui est assez sordide. Cela dit, on peut le voir de deux façons. Soit vous le prenez du côté féministe, dans ce cas-là, c'est la femme qui prend la place de l'homme, tout ça. Mais vous pouvez aussi le prendre à l'envers. Ça peut être une critique justement du féminisme, parce qu'au déroulement de l'histoire, on va voir que les choses ne se passent pas si bien que ça pour Tirésias. Poulenc aussi s'inspire d'Irak, il s'inspire directement des chansonniers. Donc dans le monde des chansonniers, on est dans un monde quand même de très humoristique. On pourrait aussi voir le côté désinvolte de Poulenc incarné par une de ses sentences qu'on a à peine esquissée la dernière fois, mais que j'ai trouvé, qui a été écrite en 1946 par le bonhomme et qui nous décrit exactement son canon musical. Je cite Poulenc: « Mon canon, c'est l'instinct. Je n'ai pas de principe et je m'en vante. Je n'ai aucun système d'écriture. Dieu merci, entre parenthèses, système équivalent à truc. L'inspiration est une chose mystérieuse qu'il vaut mieux ne pas expliquer. » Bon, à travers le côté très très drôle de cette phrase, on peut distinguer quand même que, même si cette phrase est questionnable en soi, s'il n'y a pas de principe, alors pourquoi enseigner la musique dans ce cas-là ? On voit bien que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Mais ça dénote bien quand même un côté extrêmement spontané dans la façon dont Poulenc écrit la mélodie. C'est un mélodiste et il a le don pour ça. Il a le don d'écrire des mélodies qui accrochent à l'oreille. Et ça, c'est presque... Comment dire ? C'est presque insolent de sa part, tellement le jet mélodique semble si évident, si simple. Alors bon, on se doute bien que il doit travailler quand même pour que ça vienne, mais le résultat sonore est tellement évident. On pourrait faire presque une analogie avec Chopin, qui avait aussi ce don de sortir des mélodies hyper facilement comme ça. Du moins facilement, je m'entends hyper spontanément plutôt. Donc c'est Poulenc. Voilà, Poulenc écrit comme ça. Vous avez aussi un Poulenc qui est... alors ça peut paraître curieux, mais ça se complète dans son bonhomme. Un Poulenc croyant, un Poulenc pieux. Vous avez pour ça... il a écrit une messe a cappella. Vous avez les litanies de la Vierge Noire, faisant référence à la Vierge de Rocamadour, si je ne me trompe pas, qui est la Vierge qui lui a permis de se convertir au catholicisme. Donc ça marche très bien. Et vous avez donc, on en arrive au Poulenc qui va nous intéresser, le Poulenc tragique. Donc nous sommes en 1957, c'est la même année que sa sonate pour flûte que nous avons écoutée la dernière fois.
à la mémoire de notre corniste anglais. Et donc, une élégie est un morceau qui est triste. Donc, c'est un morceau qui rend hommage. Le côté mortuaire arrive très très vite quand on parle d'une élégie. On sent une angoisse dès les premières notes du corps, avec tout de suite un épisode tourmenté qui semble rappeler les circonstances de l'accident. Et l'élégie commence à proprement parler après ce tourment. Une longue plainte. On ressent le côté charmant, charmant de la mélodie de Poulenc, mais avec cette fois-ci un côté mélancolique, évidemment, très prononcé. Des couleurs étranges, un mal-être qui est inhérent à toute la pièce. Je vous invite donc maintenant à écouter l'élégie pour corps et piano de Poulenc. Alors, une petite anecdote personnelle à propos de ce morceau. C'est un morceau que j'ai eu le plaisir d'accompagner la première année où je suis rentré dans le conservatoire, où j'enseigne même encore en ce moment. Et avec l'élève qui jouait ce morceau, je me retrouvais, cela dit, bien désemparé, car quand on ne connaît pas le contexte dans lequel cette élégie a été écrite, on est un peu désarçonné quand même, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et c'est la situation que j'ai vécue, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à aiguiller l'élève sur la façon d'interpréter correctement ce morceau. Et ça, je n'ai vraiment compris ce morceau que à travers les recherches dont vous venez d'entendre le résultat avant l'audio. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que ce n'est que logique au final. C'est que quand on veut vraiment comprendre un morceau comme il faut, cela suppose plus qu'une simple écoute, si je puis dire. Ça suppose d'essayer de se mettre dans l'état d'esprit du compositeur, d'essayer de comprendre le contexte, d'essayer de comprendre pourquoi ce morceau a été écrit, qu'est-ce qu'il veut raconter, qu'est-ce qu'il nous raconte en ce moment. Et ça ne peut se faire qu'à travers une écoute pas que passive, une écoute vraiment active, où l'auditeur va à la recherche du morceau. La musique que nous écoutons est une musique qui demande un auditoire actif. Et donc si vous êtes actif, alors vous allez mieux comprendre la musique, votre écoute va s'affiner et vous pourrez
comprendre de plus en plus de choses avec la musique. C'est un peu la morale de l'histoire, et c'est pour ça que je voulais vous raconter ceci, c'est que ne soyez pas passif devant la musique, allez la chercher parce que vous avez des trésors mais qui demandent à être sortis, à être exhumés. Ceci étant dit, je ferme la parenthèse et nous reprenons le fil de notre discours avec la dernière pièce pour corps que nous allons entendre, et nous allons retourner dans le monde d'Eugène Bozza. C'est un compositeur dont nous avons parlé lors de mon précédent propos. On avait parlé d'une pièce pour flûte seule. Cette fois-ci, on va reprendre le fil du corps et on va écouter ensemble et essayer de pénétrer le tissu musical de la pièce qui s'intitule En forêt. Alors, En forêt, c'est l'opus 40 de notre compositeur. Ça a été écrit en 1941, sans aucun doute pour un concours d'entrée au Conservatoire de Paris. Alors, pour cette pièce, j'ai eu pas mal de difficultés, je vous l'avoue, à trouver des renseignements concrets sur le contenu musical de la pièce. Et donc, je vais me lancer dans une interprétation à partir des choses dont je suis à peu près sûr qu'elles sont pertinentes. On va évoquer deux aspects de la pièce. Un, le fait que la partie centrale, la partie lente du morceau, repose sur une citation quasiment in texto d'un hymne grégorien qui s'intitule Victimae Paschali Laudes, que si vous allez dans les chapelles traditionnelles, vous entendrez très probablement pendant la période de Pâques. Et deuxième chose, qui est peut-être un peu moins certain, mais qui je pense est plutôt sûr, l'évocation de ce qu'on appelle la fanfare de Saint-Hubert, que vous trouverez sur YouTube en tapant Messe de Saint-Hubert. Alors, la vidéo sur laquelle vous tombez, qui est une captation de Cato TV, est... alors, je ne suis pas exactement renseigné sur savoir qu'est-ce que c'est, mais vous avez des trompes de chasse, des groupes de trompes de chasse qui, dans l'église de Notre-Dame de Paris, entonnent ce qu'on appelle la messe de Saint-Hubert. Saint-Hubert étant, bien entendu, le patron des chasseurs. Donc, avant de repasser en forêt, je ne peux que vous inviter à écouter ceci. Alors, il faut être bien d'accord que si on se place d'un point de vue catholique traditionnel, ce que je suis, je ne peux pas vous dire que ce que vous allez entendre est forcé et bien, parce que les trompes de chasse n'ont pas leur place dans le culte catholique, en principe. Mais cela dit, ça a son charme et je ne peux que vous inviter à l'écouter pour vous en abreuver les oreilles, ça ne fait pas de mal. Donc je vais me servir de ces deux axes-là, donc l'hymne grégorien et la messe de Saint-Hubert, pour axer mon interprétation de notre morceau En forêt. Donc, on peut aussi partir du titre. En forêt, le corps, Saint-Hubert, ça ne peut que nous évoquer la chasse. Et la chasse, c'est l'activité par excellence dans laquelle le corps resplendit. On l'associe très facilement à cela. Et donc, à travers ces trois piliers et les couleurs pianistiques, les couleurs où vous allez voir très impressionnistes, surtout dans la deuxième section du morceau, on va pouvoir se demander si cette pièce n'est pas un hymne à la nature sous ses différents aspects. Donc vous avez l'activité de la chasse qui commence au début, vous allez voir, c'est une chasse qui est resplendissante, virtuose, on pourrait dire. Un côté peut-être, par le côté impressionniste, très debussiste, la partie centrale va peut-être renvoyer plus à une ode à la nature en tant qu'entité, on pourrait dire presque panthéistique. Debussy était assez prenant de ça. Et enfin, dans la troisième partie, la partie lente, là, c'est plutôt les racines plus traditionnelles à travers l'évocation du grégorien. Donc, sous ces trois lignes, on voit qu'il y a trois évocations de la nature, pas sous tout à fait le même angle. Et je trouve intéressant de vous en parler parce que ça montre que nos compositeurs n'utilisent pas uniquement que l'intuition, que l'instinct mélodique comme Poulenc aurait pu nous le faire croire. Ils peuvent travailler et ils peuvent travailler sur des choses qui sont
qui sont extrêmement concrètes et qui nous aident, nous, à un peu mieux comprendre le sens de la musique. Ceci étant dit, je laisse place à la musique et nous écoutons maintenant l'opus 40 en forêt de Bozza. Alors, pour être tout à fait précis, je complète mon propos sur les 3 sections que nous avons entendues. La première, c'était celle qui était assez explosive et qui évoquait donc la chasse. La deuxième, c'est la partie un peu plus récitative où le rythme était un peu plus fluctuant. Elle, on est dans des citations un peu plus impressionnistes ou un peu plus debussistes si vous préférez. Les couleurs au piano sont assez évidentes. Et la troisième, c'est celle où le piano et le corps jouent strictement ensemble, ils sont en parfaite homorythmie et où là où le corps cite vraiment l'hymne grégorien dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'accompagnement du piano est caractéristique avec des quartes et des quintes pour les musiciens. Ça donne tout de suite une couleur médiévale qui se marie parfaitement avec le grégorien, évidemment. J'en ai fini avec le corps. On va passer à notre dernier instrument pour illustrer le répertoire des cuivres français. Et cet instrument, c'est le trombone. Et on va commencer par une petite singularité du répertoire. Vous savez, les musiciens composent et après les générations d'interprètes choisissent de façon parfois curieuse les pièces du répertoire. Je vous dis ceci parce que le compositeur que nous allons entendre maintenant, a composé
à ma connaissance, une seule œuvre pour trombone. Et que cette œuvre-là fait partie du grand classique des trombonistes, maintenant. Notre compositeur est avant tout un organiste, et le monde des organistes le connaît bien plus que le monde des trombonistes, sauf pour la pièce que nous allons entendre. Notre compositeur s'appelle Guilmant, Alexandre Guilmant, 1837-1911. Et donc il a écrit la majorité de son corpus pour l'orgue. Il est issu d'une famille de facteurs d'orgue, ce qui est plutôt cohérent. Il va participer à l'inauguration des orgues de Saint-Sulpice en 1862 et il prendra la tribune de la Trinité en 1871. Il est aussi connu parce qu'il a fondé avec Vincent d'Indy la Schola Cantorum en 1896. Vincent d'Indy, c'est le grand méchant dont je vous ai fait écouter une pièce pour hautbois la dernière fois. Et il prendra aussi la classe d'orgue du conservatoire la même année, en 1896, à la suite de Charles-Marie Widor. Et donc la pièce qui va nous intéresser est une pièce pour trombone et piano, écrite en 1902, c'est son opus 88, c'est un morceau symphonique pour donc, trombone et piano. Une fois de plus, une commande du Conservatoire de Paris pour les concours d'entrée. Une charmante pièce de récital qui est somme toute dans la facture assez classique de ce qu'on peut appeler des dindistes, de ceux qui s'inscrivent dans la lignée de Vincent d'Indy et de César Franck, avec des couleurs très chromatiques, une musique très très expressive. On est dans la lignée du romantisme, mais ils essaient d'ajouter une petite touche de couleur à la française. On écoute notre morceau symphonique de Guilmant.
le timbre du trombone que vous avez entendu est vraiment très différent de ce qu'on a écouté précédemment. Et il y a une chaleur, je trouve, dans le son qui est vraiment chouette et qui est vraiment très très agréable. Euh, Ensuite, on continue avec une pièce de Dutilleux. Donc Dutilleux, compositeur qu'on a déjà abordé dans la deuxième vidéo, donc je ne reviens pas dessus. La dernière fois, on a écouté une pièce qui était avant son opus 1. Et on avait dit ensemble que lorsque c'est le cas pour un compositeur, quand ce cas-là arrive, c'est que son travail est en quelque sorte en gestation et il commence vraiment à s'affirmer à partir de ce qu'il détermine comme étant son opus 1. Son catalogue d'œuvres commence à partir de l'opus 1. Mais donc ce qu'il y a avant le prépare. C'est ce qu'on avait entendu avec la pièce pour basson. Et là, c'est ce qu'on va réentendre une nouvelle fois avec cette pièce pour corps qui s'intitule Chorale, cadence et fugato. C'est une pièce qui a été écrite en 1950, qui est la même année que l'opus 1 de Dutilleux, qui sera sa première symphonie. Donc ça peut être pas mal d'écouter la pièce que nous allons entendre, et en plus, et juste après, l'opus 1, car on voit que, d'une certaine façon, la maturation de Dutilleux va enfin se concrétiser dans son opus 1, et qu'il est presque sur le point d'y aboutir, si je puis dire, avec sa pièce pour corps. Donc c'est une pièce qui est divisée en 3 parties. Une partie chorale. Pour ceux qui l'auraient oublié, je rappelle que le mot chorale renvoie à une écriture à 4 parties, autant que possible homorhythmique, mais avec des fluctuations qui sont tout à fait envisageables. Une cadence, c'est une partie où l'interprète, en l'occurrence le trombone ici, va s'exprimer plus librement, tout seul, quoi. Il va montrer principalement sa virtuosité. Et la partie fugato, c'est une petite fugue. Et qu'est-ce qu'une fugue ? Une fugue, c'est une écriture contrapuntique, c'est-à-dire que chaque voix est importante par rapport aux autres et ces voix évoluent de façon plus ou moins indépendante. Donc, en gros, le discours est beaucoup plus touffu à cet endroit-là. On sera toujours attentif avec Dutilleux à l'emploi des couleurs harmoniques qui s'inscrivent vraiment dans la tradition française. Et ce qui peut être rigolo aussi, c'est de voir que il sera encore dans cet héritage qui nous vient de Fauré et Debussy, mais qu'avec son opus 1, il va quand même prendre un chemin assez différent qui va plus nous rapprocher d'une ligne musicale un peu plus austère, plus ascétique, que nous pourrons trouver par exemple chez Ravel. Je vous inviterai aussi à écouter dans son opus 1 une orchestration qui est extrêmement travaillée, très minutieuse. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Et malgré toutes ces petites subtilités, une forme derrière, pour son premier mouvement c'est une passacaille, une forme extrêmement ferme et tenue, et qui permet les plus grandes audaces après au niveau sonore. Ceci étant dit, à propos de sa symphonie, nous écoutons Chorale, cadence et fugato, composé en 1950. Nous écouterons ensemble que le choral.
il y a un côté vraiment charmant et élégant devant toutes ces couleurs qui s'enchaînent au gré de la mélodie du trombone. C'est vraiment chouette comme musique. Enfin, moi personnellement, je ne connaissais pas cette œuvre-là avant de faire mes recherches et c'est une belle découverte. Franchement, c'est cool. On continue avec un compositeur moins connu cette fois, mais dont j'ai jugé utile de vous mentionner l'existence. Je veux parler de Jacques Castered, 1926-2014. Alors lui, il a commencé par un rapport plutôt intuitif avec la musique. Il n'a pas commencé de façon strictement académique, mais l'académisme est venu plus tard. Il est rentré d'abord au piano au Conservatoire de Paris, puis après dans la classe de Tony Aubin en composition, et puis Olivier Messiaen. Donc, il a plutôt été bien formé. Il a été prix de Rome en 1953 et nommé professeur d'analyse au Conservatoire en 1973. Et ensuite, il a été professeur à l'École normale de Paris. L'École normale de Paris, c'est l'école qui s'appelle maintenant l'école Alfred Cortot, fondée par ledit Alfred Cortot, grand pianiste français, fin 19e, début 20e siècle. Alors, Cortot, on peut en parler 2 minutes, c'était vraiment un très très grand bonhomme. Disons que pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas fait des choix retenus par l'histoire. Et il l'a assumé jusqu'au bout, même au moment où c'était où ses partis pris étaient totalement foutus, en fait. Et la fin de la carrière, parce qu'il a survécu après la Seconde Guerre mondiale, sa fin de carrière a été en fait un chant du cygne, mais pas très glorieux pour lui. Disons que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale lui a collé au basket jusqu'à la fin de sa vie. Bon voilà, c'est une petite parenthèse. Revenons à Castered. Castered écrit selon un langage qui ne cherche pas à se raccrocher à tout prix à la tradition. Donc on ne peut pas le qualifier de tonal ou de néotonal pour ce qui va arriver. Mais par contre, on l'entend quand même quelque part un écho lointain. Il ne rompt pas avec la tradition, il cherche à faire son propre chemin là-dedans. On peut dire que Dutilleux, avec d'autres moyens, mais procède un peu de la même façon. La pièce que nous allons entendre a été écrite en 1957. On est un peu dans la même époque que Dutilleux. Alors, elle s'intitule, donnez-moi 2 petites minutes. Voilà. C'est une sonatine pour trombone et piano. Donc, on l'écoute tout de suite. Là, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, écoutons-la simplement. Bon, je vais quand même dire quelque chose, histoire que vous ne pensiez pas que j'ai rien foutu pour vous préparer mon émission.
On pourrait s'amuser à faire un parallèle entre le Castered et le Jolivet qu'on a entendu au tout début. Parce que vous avez un souci rythmique qui peut être assez comparable entre les deux, mais par contre, chez Castered, on sent quand même qu'il y a un côté un peu moins, un peu moins, j'ai envie de tout péter par le rythme. On sent qu'il se rattache quand même à quelque chose d'un peu plus ancré, alors que Jolivet, ça part un peu plus dans tous les sens, quoi. Donc c'était la volonté de retrouver le côté incantatoire de la musique, selon Jolivet. Autant chez Castered, il n'y a pas cette volonté, et même si ça part un peu dans tous les sens, il y a quand même une assise qui est assez importante. Ça pétille en même temps, c'est vraiment pas mal. Donc je pensais que c'était utile de vous évoquer son nom. Voilà, donc Jacques Castered, dont on reparlera peut-être une autre fois. Et enfin, je conclus mon propos avec la dernière pièce de la série, une pièce composée par Roger Boutry, 1932-2019, un capriccio, toujours pour trombone et piano. Alors, Roger Boutry, lui, son destin était tout tracé, né d'une famille de musiciens, une mère pianiste et chanteuse, un père tromboniste, qui fut fondateur de l'Orchestre national de France, excusez du peu. Donc, Roger Boutry rentre au Conservatoire supérieur de Paris à l'âge de 11 ans. Il emporte le premier prix dans pas moins de 8 matières, dont le piano, la direction d'orchestre et la composition, avec un prix de Rome en 1954, l'année d'après Castered, dont le jury était composé de Honegger, qu'on a entendu, Florent Schmitt, dont on parlera peut-être un jour, et Paul Paré. Une brillante carrière de soliste et de chef d'orchestre s'ouvre à lui, avec entre autres des personnalités comme Olivier Messiaen et Nadia Boulanger, qui lui ont bien forgé les oreilles. Nadia Boulanger, c'est la fameuse pédagogue dont j'ai évoqué la mémoire lors de ma toute première intervention sur les instruments à cordes. À partir de 1960, Boutry se consacre à la pédagogie et à la composition. Il est nommé professeur au Conservatoire supérieur de Paris, évidemment. Il enseigne l'harmonie pendant 30 ans et forgera pas mal de générations de musiciens, dont on pourrait mettre à la tête de ses élèves un certain Thierry Esquetch, un de nos grands compositeurs actuels. J'espère pouvoir vous parler de lui à l'occasion. À partir de 1973, Boutry est nommé chef des musiques de la garde républicaine. Donc, pendant quasiment 25 ans, il dirigera ses formations, l'orchestre d'harmonie, l'orchestre symphonique, l'orchestre à cordes et les formations de musique de chambre, mission qui lui permettra de considérablement élargir le répertoire pour les formations à vent et aussi pour les cuivres, bien sûr. En d'autres termes, c'était un compositeur qui était assez pontif de la Ve République. Je vous dis ça parce que il a composé la marche solennelle pour les Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble en 1968. Alors malheureusement, je ne l'ai pas trouvé sur YouTube. S'il y en a qui la trouvent quelque part sur Internet, je suis très intéressé. Et Valéry Giscard d'Estaing, en 1973, si je ne me trompe pas, je n'ai pas noté mais je crois que c'est ça, lui a demandé de réorchestrer la Marseillaise. Alors je ne sais pas si la version telle qu'on l'entend est celle de réorchestrée par Roger Boutry, mais toujours est-il qu'en 1973, il a réorchestré la Marseillaise. Et donc son capriccio pour trombone que vous allez entendre, j'ai noté une œuvre lumineuse, synthétique. Là on sent qu'il y a la volonté de faire synthèse à peu près entre tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui, et avec en particularité l'amour de l'harmonie transmis par Nadia Boulanger. C'est avec cette œuvre que je termine mon propos. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures musicales.